Le coronavirus est passé au stade de pandémie, a annoncé l'OMS. En Afrique, la maladie se propage dans plusieurs pays. La RDC et la Côte d'Ivoire enregistrent le premier cas de coronavirus. Au Burkina Faso, au lendemain des 2 premiers cas confirmés, les mesures de prévention se multiplient. On annonce la suspension de toutes les manifestations d'envergure à compter d'aujourd'hui. Et puis, justement, en ce qui concerne les mesures de prévention, les séances de sensibilisation se multiplient elles aussi. Aujourd'hui, il y a eu une réunion entre autorités sanitaires et journalistes, une réunion de formation et d'information sur le coronavirus. Et puis, à Paul-Esgo, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, population et autorités municipales se chamaillent en cause une opération de bornage de parcelles entreprise par la mairie qui n'est pas du goût de tous les propriétaires terriens. Ces derniers réclament 6 parcelles à l'hectare, mais se heurtent à un refus catégorique de la mairie qui n'est disposée qu'à leur accorder 3 parcelles à l'hectare comme compensation. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Je vous le disais en titre, au lendemain des 2 premiers cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso, eh bien, les mesures de prévention se multiplient. Tout à l'heure, au Conseil des ministres, on a annoncé la suspension de toutes les manifestations d'envergure. Nous allons revenir sur cette question tout à l'heure. Mais avant, eh bien, s'il y a une question qui revient avec insistance depuis l'annonce de ces 2 premiers cas confirmés au Burkina Faso, c'est celle-ci. Que le plateau technique et le personnel soignant sont à même de faire face à cette pandémie. Un médecin urgentiste du CHU Tengango que nous avons interrogé s'est exprimé hier sur la question en exposant ses doutes. Eh bien, comme promis hier dans notre édition du soir, nos équipes se sont rendues sur place pour constater les dispositifs mis en place. Abdourazak Traoré. C'est ici, derrière ces vitres, dans une des chambres que le couple pastoral Karambiri, diagnostiqué positif du coronavirus, est interné. À l'aile droite, ce sont des cas suspects qui sont confinés. Ils sont en observation. Un bâtiment loin des regards et des va-et-vient des usagers de l'hôpital de Tengandogo. On n'en saura pas plus sur le dispositif de prise en charge des patients du Covid-19. Le reste, ce sont les responsables du centre hospitalier universitaire qui l'expliquent. Le bâtiment est assez sécurisé pour limiter la diffusion de la maladie hors de l'hôpital, au sein de l'hôpital et hors de l'hôpital. Toutes les précautions ont été prises pour maîtriser au maximum le risque de transmission de la maladie. Vous l'avez constaté, c'est un bâtiment avec plusieurs cloisons. C'est un bâtiment qui respecte les normes pour maîtriser la marche en avant. Voilà. Le personnel aussi est assez briefé sur les mesures d'hygiène, sur les précautions à prendre. Mais à l'aperçu de ce bâtiment sans y avoir accès, plusieurs questions se posent. Quitte de son efficacité et de sa capacité? Combien de cas peuvent-ils y être pris en charge? Voici la réponse de l'épidémiologiste. Le dispositif peut recevoir beaucoup de patients. Voilà, beaucoup de patients. En tout cas, nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour que, lorsqu'il y aura un cas au Burkina Faso, que la personne soit prise en charge correctement. Mais qu'en est-il de l'état de santé des 2 cas confirmés? Les réseaux sociaux se sont enflammés et chacun y va de son commentaire. Le couple Karambiri serait guéri en 24 heures. Il serait rentré chez lui. Au CHU de Tengandogo, on est peu bavard sur la question. On précise juste que le couple est toujours interné. Une occasion pour appeler les uns et les autres au calme. Et c'est avec juste raison que les gens se paniquent. Voilà, ils ont raison. Mais tout ce que nous voulons dire à la population, c'est de rester calme. C'est de rester calme. C'est vrai que le coronavirus, c'est une maladie à potentiel épidémique très élevé, mais si vous constatez, le taux de létalité n'est pas très élevé. Ou autrement dit, c'est-à-dire que les décès associés à cette pathologie ne sont pas très élevés. Donc on appelle la population au calme. Voilà, il faut que les gens soient calmes. Il faut seulement appliquer les règles d'hygiène. Au Burkina Faso, ce sont 2 sites qui sont identifiés pour recevoir les malades et les cas suspects. En plus du CHU de Tengandogo, le centre hospitalier universitaire de Bogodogo a été retenu pour la prise en charge des personnes concernées
par le nouveau coronavirus. Venons-en donc maintenant au Conseil des ministres de ce 11 mars. Je vous le disais, un Conseil des ministres dominé par les mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus. Eh bien, à compter de ce mercredi, toutes les manifestations d'envergure sont suspendues, a annoncé la ministre de la Santé. Direction donc maintenant le palais de Koussiam, où vous allez le voir, déjà les mesures de prévention sont des rigueurs. Roméo Koyeta. Depuis l'annonce des 2 premiers cas de coronavirus au Burkina Faso, les habitudes ont changé un peu partout, même au palais de Koussiam. Ce mercredi, jour de Conseil des ministres, un dispositif inhabituel. Des médecins postés à l'entrée. Désormais impossible de franchir la porte sans ce contrôle. Prise de température, nettoyage des mains au gel hydroalcoolisé. L'épidémie est prise au sérieux. En plus des mesures élémentaires de protection, le gouvernement prend des décisions fortes. Les manifestations d'envergure nationale et internationale sont désormais suspendues au Burkina Faso jusqu'en fin avril. Le Conseil, fort heureusement, a pris la décision, rentrant dans le cadre de la prévention de la maladie, de la limitation de la propagation de la maladie au Burkina Faso, en suspendant les dites manifestations jusqu'en fin avril. Ainsi donc, la marche des organisations syndicales, initialement prévue le 17 mars prochain, n'aura plus lieu. Les concerts suspendus et même la Semaine nationale de la culture est reportée. Mais qu'en est-il des cultes qui rassemblent généralement des milliers de fidèles? En ce qui concerne les cultes, nous n'avons pas pris d'interdiction. Mais nous avons demandé aux acteurs, parce que nous avons malheureusement connu Ebola il y a quelques années de cela. Donc il y a des pratiques, par exemple les toilettes sèches pour les gens de la confession musulmane, etc. Et le fait de ne pas se donner le corps du Christ, se serrer la main pour les catholiques, il y a des pratiques. Après, je pense qu'il y a une responsabilité individuelle de chacun, comme a dit Madame le ministre, c'est de pouvoir regarder sa situation de santé, faire son autoconfinement lorsqu'on vient d'une zone à risque, et on les connaît aujourd'hui. Le coronavirus a forcé les Burkinabés à changer leurs habitudes pour se protéger. Conséquence, les pharmacies prises d'assaut, gel hydroalcoolisé et masques de protection réduits de stock. Pourtant, le masque n'est pas obligatoire pour tout le monde. Il est inutile que tout le monde puisse porter les masques. C'est celui qui a été en contact, qui est un suspect, qui porte les masques. Et celui qui doit soigner le patient qui porte les masques pour ne pas contaminer l'autre, pour ne pas se faire contaminer. Le gouvernement invite la population au respect strict des mesures en vigueur. En cas de doute, pratiquer l'autoconfinement ou appeler ces 2 numéros qui s'affichent sur l'écran. Le couple Karambiri infecté est toujours pris en charge au CHU de Tengandogo. Après l'attaque de la commune de Barga qui a fait 43 morts et occasionné un déplacement massif des populations, le gouvernement dit mettre tout en œuvre afin que ces personnes retournent chez elles. Il y a des grenades qui ont été brûlées, il y a des maisons qui ont été détruites. Les ministres en charge de la défense et de la sécurité et de l'administration territoriale ont répondu à l'urgence. Avec Madame le ministre Iboudo Laurence Marchal, les actions de solidarité ont été mises en œuvre. Aujourd'hui, il faut structurer de façon durable cette situation. Il a été donné instruction pour que ces zones-là également bénéficient, bien qu'elles ne connaissaient pas de difficultés particulières avant cet incident-là, d'une meilleure protection afin que les populations se sentent en sécurité dans cet espace. Concernant la front sociale, le gouvernement dit avoir invité les partenaires sociaux sur la table du dialogue les 10 et 11 mars, mais la partie syndicale a demandé un report afin de mieux se concerter. Et pendant ce temps, les séances de sensibilisation se multiplient. Ce 11 mars, une rencontre de formation et d'information a réuni journalistes et autorités sanitaires. La question de la capacité du Burkina Faso à faire face au coronavirus a été une fois de plus posée. Archimède Boy. Réunis dans cette salle de conférence du ministère en charge de la Santé, les journalistes conviés à cette séance de formation et d'information sont préoccupés par la capacité du pays à faire face au coronavirus. En tout cas, nous ne pouvons pas dire que nous sommes un pays qui était aussi bien préparé que d'autres pays, mais notre niveau de préparation ne fait que nous n'avons pas peur de la maladie. Nous n'avons pas toute la technicité, mais ce dont nous disposons, nous pouvons faire avec pour que les Burkinabés soient tranquilles, pour que les Burkinabés ne soient pas dans la psychose,
Nous avons également au niveau du ministère de la Santé des techniciens qui sont bien formés à faire une surveillance épidémiologique, à faire une prévention et bien ciblée, à prendre en charge les maladies, à faire une bonne coordination et une bonne gouvernance. Et tout ça, tous ces ingrédients mis ensemble, on pourra faire face à la maladie. Sur la situation actuelle justement des 2 cas atteints par le coronavirus, la ministre s'est voulue rassurante quant à leur suivi. Nous sommes en train de faire un screening, un travail de fourmi pour pouvoir mettre la main sur toutes les personnes qui ont été en contact direct avec ces 2 cas confirmés. Dr Charlemagne Kondobo, incident manager dans la lutte contre le Covid-19, renchérit pour expliquer le dispositif mis en place aux différentes frontières terrestres. Je précise qu'il s'agit de 12 points terrestres par les frontières terrestres et de 2 points aéroportuaires. Et depuis Ebola, les 12 points terrestres étaient déjà soumis à un contrôle, à une surveillance, avec des acteurs acquis à cet effet qui assuraient cela. Avec coronavirus, nous avons renforcé ce système. Pour terminer, la ministre de la Santé a encore invité les populations à observer strictement les mesures hygiéniques et comportementales préconisées. Il s'agit notamment du lavage des mains au savon et éviter les contacts rapprochés avec les personnes présentant une toux et un rhume. Le Covid-19 en pleine propagation sur le continent africain. On annonce un premier cas en RDC, mais aussi en Côte d'Ivoire voisine où un cas a été diagnostiqué hier. Un homme qui a séjourné récemment en Italie, il a été tout de suite pris en charge et interné. Son état clinique serait stable et rassurant selon les autorités sanitaires ivoiriennes. On écoute le ministre ivoirien de la Santé. Notification d'un cas confirmé de maladie à coronavirus Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le mardi 10 mars 2020, le district sanitaire d'Agamé Plateau Atekoubé a notifié un cas suspect de maladie à coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume. L'analyse au laboratoire du prélèvement nasopharyngé a permis de confirmer le diagnostic de la maladie à coronavirus Covid-19. Le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville au service des maladies infectieuses et tropicales. Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure en conséquence les populations que toutes les dispositions sont prises pour une meilleure gestion de ce cas et un contrôle de la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demande à la population de garder son calme et l'invite à respecter les mesures préventives déjà en vigueur. Retour à Ouagadougou, changement de cap. Et là, on parle de conflit foncier. Cela se passe dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, précisément dans le quartier de Polesgo, une zone non lotie où la mairie et des propriétaires terriens sont à couteau tiré au sujet d'un terrain de 204 hectares. Plus de précisions, Arsène Konitamde. Les propriétaires terriens de Polesgo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou à couteau tiré avec l'équipe municipale. La pomme de discorde, un terrain de 204 hectares que la mairie de l'arrondissement veut utiliser comme trame d'accueil pour reloger les populations installées au sein de la zone industrielle. Mais une partie des propriétaires terriens est opposée aux conditions proposées par la mairie. Avec les discussions que nous avons eues avec lui, on ne s'est pas accordé. Parce que lui, il nous propose 3 parcelles à l'hectare, alors que nous avons des grandes familles. Et nous lui avons demandé, dans un premier temps, de nous donner 10 parcelles. Et lui aussi, il nous dit que non, que la loi fixe le quota là à 3 parcelles. Bon,
On est parti se concerter, on est revenu le voir et lui proposer 6 parcelles à l'hectare. Bon, chose qu'il a refusée. Depuis quelques jours, la mairie de l'arrondissement 4 a entrepris une opération de bornage qui n'est pas du goût de ses propriétaires terriens. Il reproche au maire d'utiliser la violence pour parvenir à ses fins. Et bon, il y a eu des échanges et ils ont fait appel à leur CB, le CB de Nongormassum, qui est venu et qui nous a fait savoir qu'ils ont reçu une mission du ministère de l'Urbanisme de venir sécuriser la pose des bornes. Point à la ligne, il n'a pas de discussion à faire avec nous et que si nous ne quittons pas les lieux, il va donner ordre de nous évacuer. Et donc, c'était des menaces. Pour le maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, cette opération n'est pas un lotissement mais un remembrement. Le début de cette mesure, selon Anatole Bonkougou, date d'il y a plusieurs années. Nous avons 49 personnes qui ont donné leur accord pour les 3 parcelles à l'hectare. Il y a 18 personnes qui disent non et ils ne sont pas d'accord. Et ils s'en vont identifier un promoteur immobilier qui vient déterrer les bornes réalisées par le ministère du Commerce et la mairie pour en faire une promotion immobilière. On ne peut pas admettre ce genre de trucs-là. Qu'ils comprennent que ce n'est pas un lotissement. Le ministre les a répondu pour les dire que ce n'est pas un lotissement parce que le lotissement a eu lieu depuis 2012. Et la proposition d'accorder 3 parcelles à l'État aux propriétaires terriens est une faveur faite par le conseil municipal selon Anatole Bonkougou. Cette proposition est donc à prendre ou à laisser. Les échanges un peu partout, vous allez voir qu'au niveau de la zone, on ne peut pas aller au-delà avec cette pression foncière. Le conseil municipal a opté le principe de les donner les 3 parcelles. Dans la zone, si on fait une estimation, nous sommes, par exemple, la parcelle vaut 5 millions. Nous sommes à 15 millions dans une zone aménagée depuis très longtemps, qui n'entre même pas sous le coup de trouver cette solution. C'est nous qui avons estimé au niveau du conseil municipal qu'on ne peut pas les dire, mais écoutez, on procède à l'attribution sans considérer quand même ces propriétaires terriens. En attendant qu'une solution soit trouvée, le bornage se poursuit sous la supervision de la gendarmerie. Les forces de l'ordre se sont opposées à toute prise de vue de l'opération. Au plus grand nombre, parce qu'ils y sont. 75 millions de francs CFA, c'est ce que doit payer chaque année chaque télévision privée burkinabé pour bénéficier de la TNT. Une mesure et des conditions de paiement que les éditeurs privés des services de télévision veulent plus souples. Eh bien, l'UBS TV a dans ce cadre rencontré hier le Premier ministre Christophe Dabiré. Arsène Konditamde. L'UBS TV, l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision, à la table de discussion avec le Premier ministre Christophe Dabiré. Les télévisions privées doivent payer 75 millions annuellement pour bénéficier des services de la télévision numérique terrestre. Les éditeurs viennent plaider auprès du chef du gouvernement pour un échelonnement du paiement. Nous faisons savoir que nous souhaiterons bien payer, mais il serait bien de prendre en compte un certain nombre d'éléments, quitte à ce qu'on puisse nous échelonner, ou du moins faire des remises sur les 3 prochaines années, et qu'à la 3e année, on puisse être effectivement payé les 100%. Et c'était qu'on puisse nous accorder de payer 50% des 75 millions la première année. C'est plus une réduction que nous demandons. Et qu'on puisse payer 75% la 2e année et payer les 100% la 3e année. La rencontre de ce 10 mars a permis aux acteurs d'accorder leur violon afin que le paiement soit soutenable pour les médias privés. En ce qui concerne la question des redevances, nous sommes tombés d'accord que nous restons donc au montant de 75 millions hors taxes. Et nous allons discuter avec le ministère des Finances pour voir justement comment nous prenons en compte certaines spécificités qui sont liées notamment à l'année en cours afin de ne pas trop pénaliser les acteurs. Et à la fin de cette année, nous aurons une évaluation pour pouvoir juger du maintien à la hausse, du maintien à l'état ou d'une hausse ou d'une baisse des redevances. Le comité de pilotage de la télévision numérique terrestre est composé de plusieurs ministères comme celui en charge des finances, le ministère de la communication et le département du commerce. Le programme Compétences pour demain a été lancé le 5 mars dernier, une initiative de solidarité laïque pour encourager et encadrer l'employabilité des jeunes des zones périphériques des métropoles. Les détails de ce programme avec Hassane Konditamde. L'ambition de solidarité laïque à travers l'initiative Compétences pour demain est de contribuer à la recherche de solutions nouvelles sur l'autonomisation des jeunes des zones périphériques des grandes villes. Au moins 6 500 jeunes âgés de 16 à 35 ans, dont au moins 52% de filles, sont directement bénéficiaires du programme.
Des laboratoires d'innovation sociale vont être ouverts dans les pays concernés afin de permettre aux jeunes de libérer leur génie créateur. En fait, nous sommes persuadés que tous ces jeunes ont une force extraordinaire, c'est qu'ils sont débrouillards. Ils peuvent eux-mêmes construire les solutions pour leur propre avenir et pour ensuite assurer aussi l'avenir de tous ceux qui sont autour d'eux, de tous ceux qui viendront après eux. On va les accompagner pour trouver des solutions à partir de leurs richesses personnelles, mais aussi en s'appuyant sur les richesses qui existent autour d'eux, leurs amis, leurs connaissances, leur communauté, leur mairie. Au ministère de la Jeunesse, on se réjouit d'un tel projet qui vient en appui aux initiatives du gouvernement en matière d'emploi jeune. Nous sommes convaincus que le gouvernement à lui seul ne peut pas résoudre la problématique liée donc à l'emploi des jeunes. Et s'il y a des initiatives pareilles qui accompagnent effectivement le gouvernement dans sa quête permanente donc, du bien-être des jeunes, nous ne pouvons que nous en réjouir. Sans compétences, on ne peut pas percer le marché du travail et ce programme-là va doter les jeunes filles et garçons donc, de la sous-région est-africaine donc, de compétences afin que ces jeunes garçons et filles puissent donc entreprendre par eux-mêmes. Le programme implique 6 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée-Conakry et le Mali. Pour sa mise en œuvre, le programme reçoit le soutien de partenaires comme l'ONG Aide et Action et l'Agence française de développement. Et maintenant, l'invité de ce journal, nous recevons sur ce plateau M. Bonaï Dabiré. Il est enseignant-chercheur à l'ISSP, coordonnateur du projet MIDEC, Migration pour le développement et l'égalité. M. Dabiré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, le projet MIDEC, c'est un projet qui parle de migration, mais particulièrement de migration sud-sud. Oui, c'est-à-dire le projet MIDEC, c'est un projet qui parle de la migration sud-sud. C'est vrai que quand on parle de migration, ce qui est le plus mis en zoom, c'est la migration sud-nord. Alors que ce n'est pas la plus importante des migrations en termes d'importance statistique. Statistiquement, c'est les migrations sud-sud, dans les pays du sud, dans les pays africains. C'est là que le gros des flux migratoires, c'est là que ça se passe. Et donc ce projet veut focaliser sur le fait que cette migration peut créer du développement. Et cette migration, au lieu de créer des inégalités, au lieu de créer des frustrations, peut être un facteur de développement et qu'il y a des potentialités de mettre l'accent sur cette forme de migration-là. Et vraiment, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut aborder plutôt que de trop nous focaliser sur un aspect. Bon, migration sud-nord, bon, ça existe, ça a des conséquences, ça a des effets, mais bon, statistiquement, ça ne mobilise pas le plus de migration. C'est la migration sud-sud qui est la plus importante. Alors, vous dites que la migration sud-sud est plus grande, plus vaste que la migration nord-sud. Et vous dites que la migration sud-sud peut engendrer le développement. Ouais. Quels sont les différents aspects du développement que cette migration peut engendrer? Est-ce que, concrètement, on a des exemples? Oui, c'est-à-dire que la migration sud-sud, souvent, bon, l'histoire, souvent, on ne regarde pas l'histoire. Si on regarde l'histoire, les pays développés dans le monde, ce sont des pays qui l'ont été par la migration. Prenons l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, tout le monde est migrant d'une certaine manière. Les autochtones sont marginalisés quelque part. Prenez les pays africains, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de forte migration, c'est un pays très développé. Donc, la migration crée du développement. Le migrant est un facteur de développement et il ne doit pas être perçu négativement. Et c'est dans ce sens qu'on met l'accent sur la migration sud-sud pour que les pays du sud, les migrations entre les différents pays ne soient pas perçues et que ne créent pas des facteurs d'inégalité entre les migrants. Parce que quand le migrant arrive dans un pays et qu'on lui dénie tous ses droits, tous ses trucs, bon, au lieu d'être un acteur productif, il n'est plus tout à fait productif à 100% comme il devait l'être. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans la migration sud-sud, cette migration ne soit pas source d'inégalité? C'est là la question, parce que le problème, c'est jusqu'à présent, bon, nous, on fait la recherche, parce qu'il faut d'abord, pourquoi cette migration crée des inégalités. Donc, il faut faire la recherche pour voir quels sont les facteurs. Et l'important de ce projet MIDEC-là, c'est un projet qui englobe beaucoup de pays et en termes de couloirs migratoires. Les études sont faites sous forme de couloirs migratoires, parce qu'il y a le couloir migratoire Burkina Faso, Côte d'Ivoire, il y a le couloir migratoire Brésil-Haïti, le couloir migratoire Népal, et ainsi de suite. Donc, des pays qui ont des types particuliers d'échanges migratoires entre ces différents pays, qui sont tous des pays du Sud. Et on va voir quels sont les facteurs communs à ces éléments-là. On va faire la recherche pour quand même voir quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes. Pourquoi jusqu'à présent, les politiques qui sont mis en place n'arrivent pas à résoudre le problème. Et un des éléments positifs de ce programme, c'est qu'au-delà de la recherche, il y a des ressources qui sont là pour
appuyer des actions. C'est-à-dire, c'est quoi dans ce programme, on associe des associations, des structures qui travaillent de la société civile et tout ça là, les organisations de l'État qui travaillent dans le domaine de la migration. Il y a des ressources qui vont leur être données pour mettre en application les résultats qu'on aura trouvés dans cette recherche-là. Je crois que c'est une des innovations par rapport à ce programme. C'est-à-dire, on ne fait pas que la recherche, on fait la recherche, c'est vrai, mais on donne les ressources à ceux qui ont l'habitude d'agir, de mettre en application les résultats qu'on va trouver dans cette recherche-là. Et pour mieux coordonner tout ceci, il y a un atelier qui est organisé demain, 12 mars. Cet atelier va porter sur quoi? Cet atelier, ça d'abord, c'est pour informer tous les acteurs de l'existence de ce programme, des possibilités que ce programme offre pour le Burkina et pour les acteurs dans le développement. Donc on a invité les acteurs de la société civile, les acteurs qui sont dans le domaine de la migration, les structures de l'État qui s'occupent des affaires de migration. Tous ces acteurs sont invités pour leur présenter le programme. Voilà le programme, ce que le programme veut faire en termes de recherche, en termes d'intervention, pour que les différents acteurs puissent se situer, se positionner par rapport à ce programme. Parce qu'on va travailler avec eux. Il a déjà commencé ce programme? Il a déjà commencé, ça fait une année que le programme a commencé, mais c'est la mise en œuvre. Mais c'est un programme qui est financé par la Grande-Bretagne. Donc il faut respecter les procédures internationales, les droits, les machins, les propriétés, tout ça. Donc ça a pris une année et maintenant tout est enfin balisé et maintenant on peut aller sur le terrain avec les différents acteurs pour la mise en œuvre. Peut-être qu'à l'aide de ce programme, on pourra régler les problèmes qu'il y a au sein de la migration sud-sud, quand dans certains pays, les populations autochtones commencent à se plaindre de la trop grande venue d'étrangers. Ça se voit en Côte d'Ivoire, au Nigeria, on ferme les frontières parfois. Entre le Nigeria et puis le Bénin, cela a eu lieu. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, mais souvent, ces problèmes aussi, c'est l'œuvre des politiques, quelque part aussi. Vous savez, souvent, une question est agitée pour des intérêts politiques, ainsi de suite, et c'est ça. Est-ce que le programme va permettre de déceler toutes ces difficultés, tous ces aspects d'inégalité? C'est ça l'objet de ce programme. En termes de recherche, c'est ça vraiment l'objet principal de ce programme. Et c'est dans ça, on espère qu'on va réussir. C'est-à-dire détecter les inégalités, trouver les solutions. Qu'est-ce qui crée ces inégalités? Quelles sont les différentes formes de ces inégalités et comment on peut agir? Et puis évaluer tout ce qui est fait jusque-là, pourquoi ça n'a pas donné de bons résultats. Donc on va faire une évaluation de toutes les interventions qui ont été faites dans les différents pays. Ça fait 12 pays qui sont impliqués dans le programme. L'atelier de demain, c'est où déjà? À l'université de Ouagadougou, l'université de Jacques Kizerbo, au sein de l'Institut supérieur des sciences de la population qui est situé au sein, qui est une institution de l'université de Jacques Kizerbo. À quelle heure? Ça commence à 8h30. 8h30. Voilà. Qui peut venir? Oui, les gens peuvent venir. Tout le monde. Tout le monde. Les associations, les journalistes, tout le monde peut venir. C'est ouvert. Voilà. C'est ouvert. Merci, monsieur Bouyani Dabiré, d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir invités pour nous porter l'information. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur Dabiré. Voilà, c'est sur cet entretien que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain, 19h30, à la même heure, pour une autre session de l'actualité.